le Forum économique régional de Rabat et ses partenaires. Mesdames et messieurs, chers invités, honorable assistance, heureuse de vous accompagner aujourd'hui dans l'Economist Meeting dans la région de Rabat, Salé, Kénitra. Cette conférence consacrée à l'investissement et à l'attractivité économique de la région Rabat-Salé-Kénitra. Située au cœur du développement du Maroc, cette région bénéficie d'atouts stratégiques, des ressources humaines qualifiées et d'infrastructures modernes. Dans la perspective de la Coupe du Monde 2030 que le Maroc s'apprête à accueillir, nous allons explorer comment ces éléments peuvent attirer davantage d'investissements, stimuler la croissance et renforcer la compétitivité de la région sur le plan national et international. Ensemble, discutons des perspectives et des initiatives clés pour faire de Rabat-Salé-Kénitra un pôle économique d'envergure. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je donne la parole à M. Khalid Beliazid, directeur de publication du groupe Ecomédia, pour le mot d'ouverture. Merci Rizlan, merci à vous tous d'être présents aujourd'hui parmi nous à ce forum économique régional. Ce forum économique régional est un des forums que nous organisons successivement sur les principales régions de l'Atlantique, du Maroc et même ailleurs, comme je vais vous le dire. Ce forum a pour but, comme l'a dit Rizlan, de montrer les perspectives pour ça de chaque région, les potentiels de chaque région, les opérateurs de chaque région dont vous faites partie. Et Rabat est une région, ce forum est le deuxième de la série, et Rabat est une région économique importante, contrairement à ce qu'on raconte. Rabat est bien sûr la capitale du Maroc, c'est la capitale politique et administrative, et l'administration produit de la valeur économique, contrairement à ce qu'on raconte. Si vous ne produisiez pas à Rabat la valeur économique, ben on ne paierait pas nos impôts. Si on paye les impôts, c'est qu'on reconnaît que l'administration a une valeur économique. Au-delà de cette administration, de ces administrations, il y a même des zones industrielles, à Kénitra bien sûr, que nous connaissons tous, à Salé, dans d'autres localités de la région de Rabat. Donc nous allons continuer cette série jusqu'au sud, jusqu'à Guelmim, jusqu'à Dakhla, et au-delà, nous irons même en Afrique, c'est ce qui est prévu, toujours dans cette même perspective. Ceci s'inscrit bien sûr dans la vision nouvelle de Sa Majesté sur le développement de l'Atlantique, vision qui a été évoquée au dernier discours au dernier discours de la Marche verte, et qui a été, où le message a été porté bien sûr sur tous les pays africains, et c'est toute une politique et toute une géopolitique donc, que nous appelons. Donc je vous remercie d'être là, je remercie les sponsors, je remercie les invités, je remercie Rizlan qui va nous mener, qui va animer toute la journée les différents panels. Ce matin, nous aurons donc 2 panels, et l'après-midi, nous en aurons un autre. Merci à vous tous. Je vous invite donc, j'invite donc les premiers invités à venir ici pour parler, et je vous invite tous à participer bien sûr au fur et à mesure, car nous voulons que ces réunions soient conviviales et familiales. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur Beliazid, et on entame bien sûr le premier panel, Rabat 2030, modernisation, développement durable et émergence touristique de la capitale. En tant que capitale, Rabat se transforme pour conjuguer innovation urbaine, respect de l'environnement et attractivité touristique, explorant ensemble les enjeux et les stratégies qui façonneront son avenir durable et prospère. Et j'appelle M. Abdrahim Qsiri, coordinateur national adjoint de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Monsieur Ismail Loubaris, directeur commercial Afrique Nord, groupe Accor, et Monsieur Tariq Moudden, expert en développement territorial. Bienvenue, messieurs. Bonjour, messieurs, et on essaiera de faire l'équilibre. Trois hommes contre une femme. L'équilibre est fait autrement puisque je suis la modératrice de ce panel. Encore une fois, bonjour mesdames et messieurs.
Alors, premier panel, comme je vous ai dit, Rabat 2030, modernisation, développement durable et émergence touristique de la capitale. Et pour ce premier tour, Monsieur Kseri, vous êtes le coordinateur national adjoint de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Et justement, on parlait tout à l'heure du discours royal, justement, hier, à l'occasion de la Marche verte. Rabat aussi est le Maroc qui va accueillir la Coupe du Monde en 2030. Et en perspective, et comment Rabat justement peut se positionner en tant que modèle de ville durable et en minimisant l'impact environnemental des infrastructures touristiques et des transports, et quelle vision aussi l'Alliance que vous représentez pour le climat et le développement durable, qu'est-ce qu'elle propose pour soutenir les ambitions de Rabat en matière de développement durable, Rabat 2030. Merci infiniment. Vraiment, c'est un plaisir, un honneur de partager avec vous d'abord des idées et des réflexions, des propositions, mais aussi des actions, que ce soit ma casquette Alliance marocaine, AMCDD, ou encore l'ASVT en tant qu'association nationale, mais aussi en tant que l'un des membres des conseils économiques, social et environnemental, où on a travaillé énormément sur les différents volets de développement durable. Et donc, le partage, ça commence par dire déjà, Rabat, c'est l'une des villes qui est parmi les villes remarquables à l'échelle africaine. C'est une ville verte, ça il faut vraiment le reconnaître. Deuxièmement, c'est la seule ville qui est entourée d'une ceinture verte, qui a respecté vraiment ce choix. Et ce choix, il a limité son extension urbaine. C'est pourquoi, entre 2014 et 2024, c'est la seule ville au Maroc qui a vu sa population diminuer. Alors que la règle pour toutes les villes émergentes, intermédiaires, les métropoles, c'est l'augmentation. Donc, la ville, il a des particularités. C'est le joyau du Maroc en matière d'espaces verts, de parcs, mais aussi en matière de culture. Les grands musées sont là. Et donc, même les difficultés qu'on avait auparavant dans la mobilité, je crois qu'il y a eu un effort énorme vraiment pour avoir cette capacité de régler les grands problèmes de transport et de mobilité. Toutefois, il y a aussi les problèmes de littoral. Et là, il y a un effort qui a été fait. Et malgré tous les efforts qu'on peut faire, ça reste une ville administrative et qui est liée de manière cordiale avec les autres villes qui sont intermédiaires, qui sont dépendantes de manière trop forte. Et c'est là où il faut absolument travailler un peu plus sur le modèle, vraiment, non pas d'une ville, mais d'une aire urbaine. C'est toute une extension urbaine, et donc on ne peut pas penser Rabat. D'un pôle également, on peut parler d'un pôle. Oui, c'est un pôle, mais il faut le penser de manière à structurer les relations avec Salé, avec Knetra, avec Temara, mais aussi avec les autres centres ruraux qui sont petits, mais qui sont en train de progresser à une vitesse extraordinaire. Et là, il y a des choix à faire, je crois. L'effort, il est là, mais les villes durables, on a travaillé sur des rapports, on a travaillé sur des projets, sur les villes durables en fonction des référentiels internationaux. L'un des référentiels sur lequel vraiment tout le monde s'accorde, c'est l'ISO 37101, et qui donne, je résumerai, 6 principes qui sont extraordinaires et qui sont dépendants. Et nous, on a ajouté un septième parce qu'il est tellement d'actualité. Alors le premier principe, c'est pour avoir une ville durable, il faut qu'elle soit attractive. Et l'attractivité, c'est d'abord économique, sociale, culturelle et environnementale. On ne peut pas séparer ces 4 dimensions. Et lorsqu'on voit Rabat, vraiment, l'attractivité, elle est là, elle est trop forte. Même s'il est limité, parce que l'extension urbaine se fait, qu'on le veuille ou non, sur les autres villes intermédiaires. Et c'est là où il y a des choses à vraiment rattraper. La première, on l'a vu, les villes de Temara, de Knetra, il y a la question de transport, elle est directe. Il y a eu un effort énorme grâce au tramway,
il y a aussi les trains qui desservent Rabat. Et donc les gens qui vivent à Rabat, ce n'est pas uniquement les habitants de Rabat, mais c'est aussi... Qui ne desservent pas que Rabat, mais aussi, en tant qu'administration, mais aussi la zone industrielle Kenitra. Aujourd'hui, oui, avec le TGV, on fait les allers-retours et on a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait aller-retour ce matin de Tanger. Voilà, c'est un pôle industriel aujourd'hui qui est important, au-delà de l'image qu'on avait de Rabat en tant que capitale et administration. Oui, l'effort énorme, c'est le TGV. Il a réglé le problème. Il y a des gens qui travaillent ici, qui viennent de Casa, qui viennent de Kenitra, un peu plus loin parfois, mais ça règle le problème. Le tram, c'est aussi, il a joué un très grand rôle dans le règlement de problèmes de mobilité, parce qu'en réalité, les deux grands problèmes de l'attractivité des villes, c'est l'urbanisation, l'aménagement de territoire et la mobilité. Et ils doivent être associés. Déjà, la première critique qui a été faite pour notre gestion des villes, c'est dans les rapports de l'OCDE, du Conseil économique, etc., c'est qu'on a parfois des commissions et un pilotage du point de vue compétences réglementaires de l'urbanisme qui est différent de celui de la mobilité. Et ça peut pas, on ne peut pas planifier l'urbanisation d'une ville et un autre qui est en train de prendre les décisions sur la mobilité. Ce sont deux choses qui sont tellement intégrées qu'on ne peut pas les séparer. Et d'ailleurs, les villes durables, qu'est-ce qu'il faut faire? Toutes les villes autour de la ville qui est chef de lieu, qui est Rabat ici, ils doivent avoir la capacité d'arriver au centre-ville en 40 minutes. Et doivent être desservis tous les 5-10 minutes. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est pour qu'ils laissent leur voiture ailleurs. Et donc ça fait gagner énormément d'espace au niveau de la ville qui peuvent servir à renforcer l'attractivité. Et là, cette mobilité qui est extraordinaire, lorsqu'on va dans des villes des pays scandinaves, l'Allemagne, etc., on le vit, on mesure ça et on le trouve. Et donc, comme Berlin, par exemple, qui accueille les COP, c'est les conférences de partis, elle n'est pas très grande, mais tout le monde habite autour, les 30 000 qui viennent, ils habitent autour, mais dans 40 minutes, vous êtes au cœur de Berlin. Donc, et ça permet deux choses. Ça permet premièrement d'utiliser la ceinture verte. Pourquoi la ceinture verte ne marche pas au Maroc? Parce que ce sont pour la plupart des terrains privés. Et les gens ne veulent pas que leurs terrains privés soient cédés à un espace qui ne sera pas productif. Alors que dans la conception pour avoir l'attractivité, autour de la ville, on a besoin vraiment de sites touristiques et de sites économiques, c'est-à-dire tous les espaces verts, tous les parcs. Madrid, elle a 45% de son espace, elle est naturelle. Monsieur Rseli, du moment que on va y revenir, mais du moment que vous me donnez la transition vers le pôle, je dirais, touristique, parce que qui dit attractivité, durabilité, infrastructure aussi, c'est pour attirer les touristes. Et en 2030, on va en avoir, Inch'Allah. Justement, monsieur Ismaël Loubaris, directeur commercial Afrique Nord, groupe Accor. Déjà, comment le groupe Accor se positionne pour accompagner la modernisation et l'émergence de Rabat en tant que destination touristique, bien sûr, 2030, et en particulier dans le développement de profils qualifiés dans l'industrie hôtelière. Bonjour, merci pour l'invitation. D'abord, dans le passé, quand on parlait de Rabat et de tourisme, ça faisait sourire. On ne nous prenait pas au sérieux. Mais aujourd'hui, c'est plutôt Marrakech. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut être fier, d'abord en tant que Rabatais, de voir que Rabat est la ville qui accueille le plus grand nombre d'enseignes hôtelières de luxe internationales au Maroc. Je pense que les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais il y a plus d'enseignes hôtelières de luxe à Rabat qu'à Marrakech. Donc c'est vraiment une chance que nous avons grâce à une vision, et j'ai l'occasion dans mon travail de recevoir beaucoup d'étrangers à Rabat qui arrivent après 5, 6 ans, 10 ans sans avoir vu cette ville et qui sont totalement impressionnés. Donc
comment on va capitaliser sur tout le travail de développement des infrastructures qui a été fait? Bon, d'abord, pour parler un petit peu de notre cas, nous sommes aujourd'hui à Rabat le premier opérateur hôtelier avec une diversité de marques et de gammes. Et ça, c'est très important. Quand on veut développer une capacité d'accueil, quand on veut développer l'attractivité touristique d'une destination, il faut avoir une vraie diversité, dans le sens où on est capable d'accueillir du client 2, 3 étoiles et même de l'hébergement non, on va dire, non hôtelier, comme les appartements, etc., jusqu'aux 5 étoiles de luxe et des capacités d'accueil en termes de banquets, de ce qu'on appelle le maïs dans le jargon touristique. Et aujourd'hui, on peut dire que la ville de Rabat coche un certain nombre de cases à ce niveau-là, dans le sens où on arrive de plus en plus à accueillir des grandes manifestations. Et c'était véritablement dans le passé un problème, parce qu'il y avait très peu d'options, et que nous, en tant qu'opérateurs, quand on voulait développer l'attractivité, ramener des manifestations et faire dévier un petit peu les clients et les partenaires de Marrakech, parce que c'était la destination naturelle, on avait un problème de capacité. On disait, nous, on va avec notre propre capacité, on a 5 hôtels à Rabat, mais il n'y a pas assez de salles de réunion, il n'y a pas assez de chambres pour accueillir. Dès que vous parlez de 200, 300 personnes, on est saturé. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet, parce qu'il y a une opportunité avec toutes ces ouvertures qu'on a eues au niveau de la ville de Rabat. On va être capable d'attirer beaucoup plus. Avec le terminal aéroportuaire qui est le deuxième là en construction, on va augmenter la capacité en termes de sièges aériens, et ça aussi c'est très important. Et je pense que donc dans les 5 à 10 prochaines années, on va arriver à créer une destination beaucoup plus importante. Aujourd'hui, en termes de statistiques, il faut savoir que Rabat est largement en retard par rapport aux autres destinations marocaines, loin derrière Marrakech, Agadir, Tanger, Casablanca, etc. Donc, nous, aujourd'hui, en tant qu'opérateur, alors, comment on se positionne? Deux choses. Notre offre de marque, notre portefeuille de marque, il faut savoir qu'aujourd'hui, on propose plus de 43 marques dans notre portefeuille hôtelier. Le groupe Accor qu'on connaissait dans les années 2010 et avant, c'était quelques marques qui se comptaient sur les doigts d'une main ou deux. Aujourd'hui, on a 43 marques à proposer, et vraiment dans tous les segments d'activité. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? Tout en respectant justement cette durabilité, ce développement durable, on va y arriver. Le changement aussi qu'il y a. Alors, la durabilité, je pense qu'il y a un terme, ou en tout cas une phrase qui dit simplement que le tourisme sera durable ou ne sera pas. Dans le sens, c'est une réalité, et aujourd'hui la réalité existe dans nos établissements, et je peux vous donner des exemples. Il y a plusieurs axes sur lesquels on travaille. Il y a d'abord l'axe énergétique, et donc la réduction de la consommation d'énergie à travers soit ce qu'on appelle le hardware, donc en utilisant des produits qui consomment moins, en installant, comme vous dites, des panneaux, etc. Donc la réduction de la consommation énergétique et de l'empreinte, la réduction du gaspillage alimentaire, ça c'est un sujet très important, et on sait que chez nous on a des habitudes peut-être un peu différentes d'ailleurs, donc c'est plus ancré chez nous, donc on travaille beaucoup plus sur en fait il y a un travail qu'on peut qualifier de scientifique, dans le sens où on mesure ce qu'on gaspille aujourd'hui avec des balances intelligentes. On est beaucoup plus sur le visuel. On l'est, et ça fait partie de notre... donc quand on demande aux gens de faire attention aux quantités qu'on propose, tout de suite il y a un choc pour dire oui, mais c'est pas dans notre culture, c'est pas dans nos habitudes, et les gens vont nous prendre pour... enfin voilà. Donc il y a le gaspillage alimentaire, il y a le plastique. On a aujourd'hui, dans la majorité de nos hôtels, on a supprimé le plastique à usage unique. Donc toutes les bouteilles, aujourd'hui vous voyez ici dans cette salle, il y a des bouteilles en verre. Donc l'idée c'est qu'il n'y ait plus de plastique à usage unique qu'on va jeter après un seul usage. Et l'eau aussi. L'eau, alors c'est un très bon élément, parce que Rabat est une ville qui a une politique de gestion de l'eau, et je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Et d'ailleurs, nous, quand on s'est inscrit dans les processus de certification pour nos hôtels, parce que la certification, aujourd'hui, il y a beaucoup de ce qu'on appelle le greenwashing,
Tout le monde parle de certification, de label vert, etc. Donc nous, on a choisi de travailler avec des organismes experts et pas d'avoir notre propre label. On a abandonné un petit peu cette idée pour être beaucoup plus crédible. Et donc la ville de Rabat traite les eaux et les réutilise pour les espaces verts, ce qui est une vraie force. Donc l'eau et le volet certification. Donc aujourd'hui, on a inscrit l'ensemble de nos hôtels dans une démarche de certification pour deux raisons, hein. Il y a aussi une raison opportuniste, parce qu'aujourd'hui, les clients, et notamment les clients en provenance de pays occidentaux, dans leurs critères de sélection pour aller dans une destination ou dans un hôtel, il y a le fait qu'il doit y avoir une notion de durabilité, une politique de durabilité, et donc quand ils vont venir, il y a l'empreinte carbone qui compte. Donc ils ont besoin aussi de savoir qu'est-ce qu'ils vont produire. Et pour ça, justement, Rabat et le Maroc en général, on a une véritable opportunité, un levier de croissance, c'est que les politiques voyage vont de plus en plus imposer aux entreprises des voyages plus courts. Donc plutôt que d'aller sur des voyages de 5 heures, de 6 heures, de 7 heures, ils vont chercher des destinations à 3-4 heures d'avion. Et le Maroc fait figure vraiment de favori, parce que si on veut attirer France, Allemagne, Angleterre, tout ce bassin émetteur très important, on a vraiment une carte à jouer, et Rabat a une vraie carte à jouer, parce que d'abord elle est méconnue. Et nous, on a fait ce travail de ramener, de développer la connaissance, la notoriété de la ville de Rabat auprès des clients internationaux et auprès des prescripteurs internationaux. Et quand on les ramène et qu'on leur présente l'offre d'infrastructure, le retour est extrêmement positif et ils sont agréablement surpris. Donc on a des vraies opportunités pour cette ville pour les 10 prochaines années. Merci beaucoup. En tout cas, le Maroc, je dirais, c'est un Maroc on voit et en développement, et on le voit justement sur les infrastructures. Et ce qui se passe, et aussi en préparation pour la Coupe du Monde aussi 2030. Monsieur Tarek Moudin, expert en développement territorial, justement avec cette perspective, avec ce développement qu'on voit, quels sont, je dirais, les principaux axes de modernisation urbaine? Parce que vous avez beaucoup travaillé sur ce volet, et je dirais qui permettront à Rabat de devenir une capitale exemplaire, comme a dit Loubaris, et attirer beaucoup plus de touristes, et en matière aussi de développement durable, et tout en accueillant un événement, je dirais, mondial et extraordinaire. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie. Je remercie le groupe Ecomédia de m'avoir associé à cette journée de réflexion. J'avais préparé quelques éléments pour mon intervention, mais vu qu'on est en famille de manière décontractée, je vais procéder autrement. Et je vais aussi user de ma liberté de ton en tant qu'expert, pour dire non seulement ce qui va bien au niveau de Rabat, mais les défis qui restent à relever. Et parce que dans défi, il y a marge de progrès, donc changement et développement. Alors, par rapport aux axes de modernisation, d'abord, quand je parle de Rabat, pour moi, c'est la région de Rabat. Et la région de Rabat, il ne faut pas oublier qu'on a Inaoudar, Khmisset, Tmera, etc. Il n'y a pas que Rabat, ville verte, avec des transports, etc. Donc, bien sûr, nous qui avons la chance de résider dans cette ville, Rabat, nous allons tous être d'accord et démarrer de ce constat que Rabat a déjà pris de l'avance par rapport à d'autres villes, à d'autres régions. C'est une ville verte, c'est une ville où il y a le tramway, c'est une ville où il y a des bus électriques, c'est une ville où il y a de l'écotourisme ou des infrastructures touristiques qui respectent les aspects environnementaux. Mais il va falloir un peu élargir le champ de réflexion pour inclure et cibler aussi les autres territoires, les zones défavorisées de cette région. Mais Rabat, en tant que capitale et en tant que ville, pour moi, est déjà une ville en pleine transformation, qui rayonne et qui a une force d'attractivité assez remarquable et qui pourrait déjà être citée en modèle en matière de planification ou de développement urbain durable. Maintenant, pour aller plus dans le sens de la durabilisation de son développement territorial, je crois qu'il y a des axes de modernisation, comme vous avez dit, madame, à considérer. Premièrement, le transport, ou là la mobilité durable et le transport et les infrastructures de transport. Je crois qu'il reste des choses à faire, notamment en matière de transport en commun qui soit écologique, ou transport en commun tout court, des transports en commun bas carbone. On a la chance aujourd'hui de pouvoir faire un Tanger avec le TGV à partir du cœur de Rabat en 1h10,
Mais on n'a pas cette chance depuis Rabat jusqu'à Ain Aouda. En transport en commun, ça peut nous coûter un peu plus que 1h10. Donc, vous voyez, il reste des choses à faire en matière de mobilité propre, de mobilité durable, notamment pour relier les zones périphériques et les quartiers périphériques. Quand je parle de mobilité propre, je suis aussi tenté d'aller plus que la mobilité propre et de parler de la mobilité douce. Et c'est un concept qui se développe. Et là, on parle clairement de vélo. Il y a aussi un besoin de développer des pistes cyclables, etc., pour encourager des formes alternatives de transport au niveau de ces villes, notamment aux alentours des stades et des projets qui vont être développés en préparation de la Coupe du Monde. Et puis on ne peut pas parler d'infrastructures de transport et de mobilité, qu'elles soient douces ou moins douces, sans parler d'accessibilité de ce transport. Ça veut dire qu'il nous faut un transport qui soit accessible aux personnes à besoins spécifiques, aux personnes à mobilité réduite. Et il faut permettre à la personne qui a une mobilité réduite d'accéder au stade de Rabat ou autre. C'est des choses qu'on doit penser aujourd'hui pour être prêt en 2030. Et l'accessibilité ne s'arrête pas aux personnes à besoins spécifiques, mais aussi une accessibilité, je dirais, sociale. Ça veut dire qu'il faut que ce transport puisse être au service des quartiers défavorisés, au service de tous les segments de la société. Ça, c'était pour le premier axe. Le deuxième axe, je pense aussi à l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, il y a des choses à faire. Je pense que c'est mon devoir de dire qu'il faut imposer carrément des normes strictes en matière de durabilité ou de respect de l'environnement pour tous les bâtiments publics d'abord, parce que le public devra donner l'exemple. Mais après, on peut aussi penser aux résidentiels et on peut penser aux bâtiments commerciaux aussi, avec au cœur du modèle une efficacité énergétique des bâtiments, mais aussi un recours aux énergies renouvelables et la gestion des flux, que ce soit déchets, que ce soit eau, etc. Et je reviens à la question de l'eau plus tard. Et puis pourquoi pas une rénovation des bâtiments qui sont existants. Il y a beaucoup de bâtiments aujourd'hui, surtout ceux qui vont être exposés et qui vont être marketés, comme on dit aujourd'hui, instagrammés. Ces bâtiments nécessitent de la rénovation énergétique. Commençons par le public pour donner de l'exemple et réfléchissons à un système ou un mécanisme d'incitation pour permettre à tout ce qui va être développé à l'avenir, ou à tout ce qui va être rénové à l'avenir, résidentiel ou commercial, de respecter les normes qu'on devra imposer et qui devront aller à horizon, je dirais même 2035, pour dépasser le cap de 2030, Est-ce que ces normes sont, je dirais, difficiles, chères? Parce que quand on parle de normes et tout ça, c'est aussi, en termes de budget, c'est carnivore. Effectivement, je reviendrai tout à l'heure sur les défis et le surcoût à la durabilité n'est pas à négliger. Mais croyez-moi, aujourd'hui, il y a des mécanismes de financement, il y a la finance inclusive, il y a l'innovation financière, on arrive à trouver des financements pour faire pas mal de choses. Il faudrait qu'on se mobilise pour trouver les financements, peut-être une orientation d'une partie de l'épargne nationale au profit de nouvelles formes de financement. Mais si on veut se mobiliser, il va falloir mettre la main à la poche aussi. C'est un des défis à relever. Et j'ouvre la parenthèse et je la referme très rapidement. Je suis en train de parler des actes de modernisation pour une durabilité, mais je suis fermement convaincu que la durabilité, que le développement durable, donc la durabilité dans le développement, ne vient que qualifier ce développement et l'inscrire dans le temps, la pérennité. Mais la durabilité, à chaque fois qu'on parle de durabilité, on pense vert, on pense eau, on pense écologie, on pense climat. Pour moi, c'est pas du tout la bonne approche. Oui, parce que la durabilité doit être multidimensionnelle. Elle est économique, elle est sociale, elle est aussi environnementale, et c'est important, mais elle est aussi en matière de gouvernance. C'est-à-dire que on ne peut pas parler d'une durabilité sans parler de gouvernance. C'était le troisième axe, le dernier axe, mais je vais pas en parler maintenant. Pour pouvoir faire de l'efficacité, des normes, du financement, pour pouvoir faire du tourisme durable, pour pouvoir faire de la mobilité durable, il nous faut d'abord une gouvernance durable. Ça veut dire qu'il nous faut des gens qui réfléchissent de manière propre, avec le citoyen au cœur du modèle, avec un citoyen qui a sa voix qui porte. Et quand je dis citoyen, l'élu est un citoyen, le service déconcentré de l'État est un citoyen, l'expert est un citoyen et l'hôtelier est un citoyen. Si tout ce bon monde se met autour de la même table pour réfléchir à partir d'une identification fine des besoins et des priorités et des spécificités de son propre territoire, on pourra parler de développement durable. Et pour moi, durable, c'est juste pérenne, donc inscrit dans le temps, avec des retombées aussi qui vont être inscrites dans la durée. Avec bien évidemment, et ça rejoint cette idée de financement, des mécanismes d'intervention différents, le partenariat public-privé / société civile,
parce qu'on ne peut plus jamais payer, rien faire désormais sans cette société civile qui connaît mieux que nous tous les réalités de son territoire, qui porte des sujets très sérieux qui lui permettent d'affiner cette connaissance territoriale. Et c'est des partenariats qui peuvent servir à financer à mettre en place des investissements dans les infrastructures vertes, dans de l'innovation sociale et sociétale, etc. Donc le financement, on peut le trouver. Pour ne pas être très long, je vais être très rapide. Donc je parlais de l'efficacité énergétique, je peux aussi parler de la gestion des ressources naturelles. L'eau est une problématique, pas besoin que je revienne sur ce sujet, une problématique combien grave et difficile pour le Maroc, pas que pour Rabat. Les espaces verts, on a des espaces verts au niveau de Rabat, mais hier j'étais dans un des quartiers populaires où il n'y avait pas avant d'espace vert. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des espaces verts même dans les quartiers populaires, même dans les quartiers défavorisés à Rabat, avec des parcs de jeux, etc. Donc cette idée d'espace vert, biodiversité, inclusion sociale qui passe par ces espaces est très importante. Il faut l'élargir. Faut-il la généraliser sur d'autres villes aussi. Exactement, du royaume. Exactement. Donc cette composante de généraliser les choses, d'inclusion des gens, d'accessibilité, prenons-la dès cette intervention pour la généraliser sur l'ensemble des choses qui nous restent à faire. L'économie circulaire, il y a aussi des opportunités, même un dynamisme économique à tirer de l'économie circulaire, parce qu'il y a une stratégie de gestion des déchets solides qu'il va falloir installer au niveau de Rabat, avec pourquoi pas des stations de tri au niveau des quartiers, l'incinération, le compostage, et tout ça pour créer de l'énergie et boucler la boucle d'énergie de l'économie circulaire. Donc ça, je parle sous le contrôle de mon collègue qui va maîtriser les sujets un peu mieux que moi. Et puis le dernier point pour moi, c'est la cohésion sociale, qui rejoint ce point de la gouvernance. La cohésion sociale est très importante, parce que c'est bien d'avoir de l'infrastructure, c'est bien d'avoir des bâtiments, c'est bien d'avoir des routes, etc. Mais si on n'a pas ce ciment qui vient lier notre société, la cohésion sociale, une vision commune qui est partagée par le citoyen de ce territoire, on ne peut pas aller très loin. Et cette cohésion sociale nous permettra à travers des programmes qui facilitent l'accès à tous aux nouveaux projets qui vont être réalisés. En fait, les nouveaux projets qui vont être réalisés pour la Coupe du Monde, là, et pour conclure, doivent être des vecteurs d'inclusion et doivent être ouverts pour l'ensemble des segments de la société. Pas uniquement le touriste qui va venir et qui va avoir des moyens, etc. Donc c'est cette idée de cohésion sociale. Stratégie d'inclusion économique. Exactement, à long terme et pas uniquement horizon 2035. Exact. Monsieur Kseri, justement, développement durable, il faut y penser pas que pour accueillir des touristes ou bien pour la Coupe du Monde 2030. Il faut généraliser tout cela pour tout le royaume, je dirais, mais aussi, on va parler encore une fois de défis. Vous, en tant que coordinateur national de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable, pour justement avoir Rabat qui peut concilier, je dirais, développement urbain et préservation écologique. Pour jongler entre ces deux éléments, comment peut-on faire? Oui. Vraiment, comme ça a été dit, on ne peut pas séparer, on ne peut plus séparer les questions du développement économique, social, culturel et de gouvernance. Et donc, lorsque je disais il y a six principes, j'ai parlé de l'attractivité, mais en plus de l'attractivité du territoire, sur tous les plans, il y a la résilience, la capacité de supporter les chocs, que ce soit climatiques, les chaleurs records ou encore les inondations, mais aussi la résilience vis-à-vis des chocs économiques et sociaux. Donc tout ça, ça doit être pensé, anticipé. Et donc, lorsqu'on parle par exemple des parcs et des jardins, à chaque fois on pense que c'est uniquement pour le loisir. Mais non, les parcs maintenant, ça fait partie des moyens de résilience. Lorsqu'il y a des pluies et lorsque toute la ville est cimentée, ce qui s'est passé à Tanger, à Casa, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de pluie, c'est parce qu'il n'y a pas de possibilité d'infiltration de ces eaux comme auparavant pour la nappe phréatique. Donc l'aménagement territoire, ça fait partie, et on le sait, on le voit maintenant ce qui se passe en Espagne, s'il n'y a pas la résilience qui est pensée en amont, en quelques minutes, en quelques heures, on peut perdre le développement économique de toute une ville et pour une durée qui est trop longue. Donc il faut absolument avoir ce principe de manière très forte. La cohésion sociale aussi, ça fait partie. C'est vrai que les villes
Rabat, c'est difficile d'en parler parce que elle est chef, vraiment, il y a toutes les possibilités qui peuvent être faites, sont en train d'être faites et ont été faites. C'est le bon élève. C'est le bon élève. Donc, mais malgré ça, on parlera de la cohésion sociale parce que c'est bien d'avoir des projets pour vraiment de grands projets culturels, etc. Mais parfois, il faut, dans la cohésion sociale, avoir cette possibilité d'avoir aussi des possibilités culturelles pour les populations les plus vulnérables, les plus simples. Et moi, je donne toujours l'exemple de Marrakech. Il y a des centaines d'années, des gens très simples, ils ont créé un espace où la culture elle est gratuite. Vous pouvez aller, vous pouvez passer une journée à voir de la culture, la musique, des animaux, l'animation et tout, et gratuitement. Et depuis, cette zone qui est Jemaa el-Fna, c'est devenu vraiment le joyau marocain de classification de toute Marrakech en tant que avec l'UNESCO. Mais depuis maintenant 200 ans, malgré le développement des universités, des moyens financiers, développement, etc., on n'a pas pu créer une autre place comme celle-là. On n'a pas pu créer. Et ça nous questionne. Dans toute les villes, il y avait des petites places. Il y avait le halqa. Moi, je sortais de mon collège, je la trouvais comme ça, c'est gratuit pour tout le monde. Il faut développer, et ce n'est pas de la même manière, ce n'est pas de la même forme. Il doit avoir des formes, pas uniquement dans les hôtels. C'est bien. Au Maroc, dans toutes les villes, vous pouvez trouver l'animation dans les hôtels, surtout les villes touristiques. Mais il faut l'avoir dans les espaces ouverts. Il faut que ça soit accessible pour tous. Accessible pour tous. Et ça, c'est l'un des sur lequel on doit travailler. Deuxième chose, en plus de la partie protection de l'environnement, qui est le troisième pilier, après l'attractivité et la résilience. Alors, pour la protection de l'environnement, ce n'est plus question de protéger l'environnement comme auparavant. C'est d'abord économique. Lorsqu'on a des restaurants, des cafés, avec des espaces verts, avec des arbres, ils ont une grande valeur économique et touristique. Alors que si jamais dans l'urbanisme, tous les cafés sont sur le bord des routes et près des plaques des bus, c'est chaotique. Et d'ailleurs, ça provoque au niveau marocain un vrai problème de stigmatisation. Les gens, ils veulent s'asseoir dehors et bien sûr, les restaurateurs, etc., et ceux qui gèrent les cafés, ils doivent les mettre les chaises dehors. Mais la commune, elle est obligée de leur casser tout ce qui est dehors, de leur demander de retourner. Donc ce qu'on voit, c'est à cause d'un problème d'urbanisme, ce n'est pas la population et l'acteur économique qui font ce qu'ils doivent faire pour eux, mais ils doivent, c'est-à-dire obéir à une norme, à de planification qui est totalement contre la volonté et ce que veut la population et ce que veut aussi les entreprises pour avoir plus de gains. Et tout ça parce que ce sont des erreurs de gouvernance, je dirais, de politique aussi. Non, c'est des erreurs d'urbanisme depuis toujours, pas uniquement au Maroc. Hein. C'est général. Parce que maintenant, les villes durables, ils disent qu'il faut absolument construire les quartiers, non pas comme des dortoirs de manière linéaire pour dormir et revenir, sans aucune vitalité, mais il faut les construire de manière en îlot circulaire. Et en îlot, à l'intérieur de l'îlot, il n'y a pas de voiture, il n'y a que la marche. C'est ce qu'on est en train de faire au niveau de Zenata, la ville verte. En îlot, les enfants peuvent sortir de la maison sans risque, ils peuvent jouer, ils peuvent discuter, mais autour, il y a à 10 minutes à pied ou à bicyclette, vous pouvez trouver des espaces de loisirs, des espaces de commerce, des espaces de restauration, de sport, tout est autour. Ça, c'est la nouvelle conception. Nous, par rapport à Rabat, on ne peut pas dire ça parce que ça touche les villes qui ont une extension rapide comme Casablanca, 300-500 hectares par an qui sont urbanisés. On doit s'inscrire dans les nouvelles visions. Mais pour Rabat, lorsqu'on parle de Rabat, moi je suis totalement d'accord qu'il faut parler de l'espace de Rabat parce qu'il est tellement dépendant. Là-bas, il faut absolument exploiter cette possibilité de foncier qui n'est pas encore très convoitée
et chercher à créer des modèles. Et si on crée ces modèles, on va alléger la pression sur Rabat, mais aussi, si on a une mobilité rapide, collective, 5 à 10 minutes, vous prenez et vous saurez en 40 minutes, ça facilitera. C'est pourquoi il faut investir. Et d'ailleurs, Sa Majesté nous a donné 2 exemples extraordinaires dans la mobilité. D'abord, la mobilité marine, le transport marin, c'est le Tangemed. Lorsqu'il a été créé, personne ne croyait que le développement d'un pays, ça dépend d'un port. Et lorsqu'on a créé ce port, on a changé complètement toute la partie nord. La même chose pour le TGV. Lorsqu'on a mis le TGV Knetra-Tanger, il a changé complètement le mécanisme de développement économique, touristique de Tanger. Et ça, il faut absolument aller plus loin. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit, nous? On dit que, est-ce qu'on a les moyens ou on n'a pas les moyens? On a les moyens. Avec des architectes, on a fait déjà une table ronde la semaine dernière, la MCDD, on a fait beaucoup avec des bailleurs et des partenaires internationaux, nationaux, etc. On a parlé de plusieurs projets sur la transition énergétique. Et déjà, le Maroc, il a été doté depuis 2 ans, l'AMC a participé, mais c'est le ministère de la transition énergétique, avec tous les ministères, ils ont développé une stratégie bas carbone 2050 qui est extraordinaire. Parce que tous les ministères, finances, agriculture, industrie, tout le monde a participé, toutes les agences, l'ONE, etc. Et avec des données fiables, c'est-à-dire c'est eux qui ont donné leurs données, et ils ont fait les projections avec des bureaux d'études américains, suédois et marocains qui les ont accompagnés 1 année et demie. On a maintenant une traçabilité qui nous dit, avec les mêmes normes européennes et américaines, on a la possibilité d'être neutre, la neutralité carbone en 2040, et on peut nous alléger pour 2050. C'est pourquoi vous avez posé la bonne question. Et la finance. Si un projet, quel que soit ce projet, n'a pas d'impact sur le pouvoir d'achat des citoyens et sur l'équilibre financier et budgétaire de l'État, on ne peut pas en parler. C'est pourquoi tous les projets maintenant, mon ami a parlé tout à l'heure, mon collègue, de la mobilité, les pays maintenant, les plans vélo, ça fait partie d'un outil à moindre coût qui permet de réduire les investissements dans l'infrastructure qui sont trop chers, qui absorbent un budget colossal pour nos communes, de le réduire, mais en même temps de donner à la ville et surtout à une population, surtout les jeunes. Casablanca, c'est 120 000 jeunes universitaires. On a nos collègues ici, à Rabat, c'est le pôle d'excellence de l'administration, mais aussi le pôle d'excellence des universités et de la science et de la culture et de l'éducation. C'est pourquoi il faut offrir à ces jeunes, comme les autres pays, et d'ailleurs le maire d'un pays, d'une ville de Stockholm... Il faut peut-être enseigner ce changement. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que maintenant, ils investissent des milliards pour des ponts, rien que pour les bicyclettes. Il appuie l'achat des bicyclettes par les jeunes, par la population. Il a dit que maintenant, tout le monde veut avoir des bicyclettes. On a des jeunes qui n'ont jamais fait passer leur permis de conduire d'une voiture parce qu'auparavant, on leur imposait uniquement le choix de la voiture. Au Maroc, on est encore là. Et il a dit qu'une ville durable et inclusive, ce n'est pas celle qui oblige la classe moyenne à s'acheter une voiture, mais c'est elle qui favorise à ce que les riches prennent les moyens collectifs et les moyens de transport doux. C'est ça, la ville durable. Voilà, merci. Merci, M. Ksali. M. Ismaël Loubaris, c'est justement dans le cadre des engagements du groupe Accor envers le développement durable, quelles actions spécifiques sont envisagées pour adapter vos établissements à Rabat, non seulement aux exigences environnementales, mais aussi pour attirer et former des talents locaux aux compétences adaptées aux besoins de l'hôtellerie moderne. Mais bien sûr, parce que pour tout développement, il faudrait aussi une main-d'œuvre, des personnes qualifiées, des profils aussi. Oui, alors sur la partie développement et adaptation des établissements, on en a un peu parlé avant, mais je vais m'arrêter un petit peu plus dessus. Il y a un défi d'abord qui est lié au vieillissement des infrastructures. Donc, bien entendu, tous les nouveaux établissements sont construits en adoptant des normes d'efficacité énergétique,
et des normes environnementales qui d'ailleurs aujourd'hui, c'est vrai, sont devenus des critères pour l'obtention des programmes d'appui. Non, au-delà de ça, des programmes d'appui de l'État. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de programmes d'accompagnement, notamment sur le volet touristique, de l'appui à l'investissement. Et les critères d'obtention, la durabilité figure en haut dans la liste. Donc, c'est aujourd'hui, je dirais même, à chaque fois je reviens, et je prends un point intéressant, un investisseur, il faut l'intéresser, il ne va pas faire les choses par altruisme. Donc, s'il a un intérêt d'adopter des normes environnementales et qui va attirer plus de clients ou que ça va lui permettre d'obtenir un financement, il va l'adopter plus facilement. Donc c'est pour ça que les mesures incitatives sont toujours très efficaces. Donc il y a le volet mise à niveau des infrastructures touristiques pour adopter des normes durables en termes d'efficacité énergétique, de traitement des eaux, de réduction aussi de la déperdition d'eau et du traitement des eaux usées pour pouvoir les réutiliser en interne. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, ensuite, en termes d'opérations hôtelières, dans un hôtel, chaque jour, on accueille des centaines, des milliers de clients, on leur sert à manger, ils vont consommer de l'énergie, ils vont consommer de la nourriture. Donc, on travaille sur ce parcours client pour voir dans une expérience client au sein d'un hôtel, qu'est-ce qu'ils consomment et comment, à chaque étape, on peut réduire au maximum cette empreinte. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du plastique. On supprime le plastique à usage unique pour adopter du verre qui est plus durable et surtout en termes de réutilisation. On va installer plus des systèmes de fontaines à eau plutôt que de transporter, parce que bon, le verre c'est bien, mais il faut le transporter, parce que quand vous avez un camion qui transporte des bouteilles d'eau, il consomme, il produit du CO2, etc. Donc ainsi de suite. Il y a un travail à faire là-dessus. Il y a ce que je vous ai dit sur la réduction du gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, on regarde tout ce qu'on produit comme déchets et comment on peut réduire. Donc on a sur chaque hôtel, on installe une vraie feuille de route pour dire aujourd'hui, voilà ce qu'on produit comme déchets et quelles sont les actions qu'on met en place au cours de la chaîne de production pour réduire. Et donc, ça impose de travailler sur les compétences. Parce que, on a des gens. Un mindset aussi à changer. Parce qu'on a formé des gens il y a 20 ans ou même avant à travailler d'une certaine façon, à produire un buffet d'une certaine façon, et qu'aujourd'hui, on doit leur montrer comment on peut faire les choses différemment sans altérer l'expérience client. Donc, tout ça, ce sont vraiment des axes réels sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Et comme je vous le disais, en bout de chaîne, l'objectif recherché, ou en tout cas le résultat, c'est d'arriver à avoir une certification crédible pour les hôtels et une certification qui est auditée régulièrement. C'est pas on accroche le badge vert et merci, au revoir. C'est chaque année, il y a des audits, soit à distance, soit en présentiel, qui sont faits pour permettre de maintenir cette certification. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous, aujourd'hui, on est fortement dépendant du marché européen, au niveau du Maroc en général, et à Rabat, c'est tout aussi vrai. Et aujourd'hui, ces normes-là sont exigées. Elles ne sont pas demandées, elles sont exigées. Vous avez un hôtel, s'il n'est pas capable de démontrer qu'il a une politique RSE ou une politique de durabilité, il sera exclu d'un appel d'offres. Il ne sera pas considéré pour une opération pour accueillir des clients. Donc, tout ça, ce sont des axes vraiment qui sont sérieux. Et je pense qu'au niveau des chaînes internationales présentes, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de problème pour gérer cela, parce qu'il y a une vraie vision globale. Et que généralement on bénéficie de stratégies qui ont été étudiées il y a quelques années au niveau de pays un peu plus avancés que nous sur cette question-là. Maintenant, comment faire pour intégrer tout le tissu touristique notamment, qui est plus ancré localement et pour qui ça représenterait aujourd'hui plus une contrainte financière qu'une opportunité. Donc, je pense qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui des choses qui sont mises en place par la tutelle pour intégrer cette nouvelle donne, avec notamment des labels, avec l'incitation, si vous voulez obtenir, il va falloir faire ça. Mais je pense que sur l'immense majorité du tissu touristique national, non internationalisé, non géré par des opérateurs internationaux, on a encore un gros effort à faire. Enfin, je reviens sur le volet compétences. Voilà, le volet compétences. Est-ce que les compétences aujourd'hui suivent en termes de formation aussi, en termes d'adéquation aux besoins du marché et besoins aussi en formation?
On avait une discussion avant de commencer le panel sur le fait qu'aujourd'hui, dans ce secteur, donc dans le secteur touristique, et c'est une vraie opportunité pour la jeunesse marocaine, on ne va pas se mentir. Avant, vous pouviez avoir quelqu'un qui rentre dans un hôtel, qui commence une carrière et qui sort après 30 ans. Et voilà, il a fait une carrière. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui va rentrer, qui va arriver avec quasi zéro qualification, en tout cas avec une qualification de base. Au bout de 2-3 ans, il aura franchi peut-être 1 ou 2 échelons. Il aura été courtisé 2-3 fois. À chaque fois, on va venir le débaucher de chez vous, on va lui offrir un meilleur salaire. Et la ville de Rabat est un exemple parfait. Quand vous êtes opérateur international dans l'hôtellerie de luxe, comme les grandes marques qui sont aujourd'hui au niveau de Rabat, vous vous installez, vous importez pas vos talents. C'est-à-dire, vous ne les ramenez pas avec vous d'un autre pays et vous les installez. Qu'est-ce que vous faites? Vous ramenez un encadrement international généralement, ou alors marocain. Aujourd'hui, on a très très bon encadrement marocain. Et vous commencez à recruter localement. Vous avez 2 façons de faire. Soit vous prenez des gens qui sont une page blanche, qui n'ont absolument aucune expérience, et vous les formez. Il y en a qui font ce choix. Ceux qui ont le luxe de former et d'attendre longtemps, ils le font. Ou alors vous allez débaucher chez des gens qui ont fait le travail de formation avant vous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 2 choses. On a une vraie inflation et on a une vraie tension. On a une vraie tension au niveau on va dire du pipe, ce qu'on appelle chez nous le pipe de talent. Donc vous avez dans beaucoup de services des postes vacants. Vous avez beaucoup de services qui ont des postes vacants qu'on a du mal à pourvoir parce que vous avez recruté quelqu'un et il y en a un autre qui est parti et chaque jour c'est comme ça parce que les autres hôtels sont en train de monter en charge et ont besoin également d'avoir des talents. Donc aujourd'hui, il doit y avoir une politique et je pense que ça va bien avec les défis auxquels fait face l'économie marocaine, de créer plus d'emplois. Je pense que l'un des engagements du gouvernement actuel, c'était la création d'emplois. Et je pense que le secteur touristique peut être vraiment un vecteur pour atteindre ces objectifs-là, parce qu'on est dans des formations qui peuvent ne pas être très longues forcément, et dans lesquelles il y a des débouchés immédiats. On a des débouchés immédiats. Je cite un exemple qu'on a vécu en 2022, quand il y avait la Coupe du Monde au Qatar. On a eu un appel d'air où on a perdu énormément de talents. Alors certains sont revenus, d'autres pas, mais on va vivre ça aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme grands projets qui arrivent. Il faut qu'on soit en mesure d'alimenter tous les nouveaux projets touristiques ou autres avec des talents formés aux normes internationales. Alors, il y a des choses qui sont mises en place. Il ne faut pas non plus dire que rien n'est fait. Il y a un travail entre le public et le privé, notamment je citerai un projet qui s'appelle CAFEA, qui permet aujourd'hui de donner à des gens... Validation des acquis. Voilà, une validation des acquis, ça je pense que c'est très important. Il y a des gens qui sont rentrés dans ce secteur sans grande qualification, sans diplôme, mais qui ont une vraie expertise, une vraie connaissance. Donc déjà cela, reconnaître, leur donner un diplôme qui permet de dire, bon, celui-là, il a une expertise dans tel domaine. Et le travail aujourd'hui qui peut être fait également par le privé, je voudrais saluer l'initiative du groupe Royal Mansour, qui crée des académies aujourd'hui. Et ça, je pense qu'il faut le saluer, parce que créer des académies pour ses propres besoins, parce qu'aujourd'hui, eux sont dans une démarche d'expérience client orientée luxe, mais très haut niveau, et ils ne sont pas en mesure aujourd'hui, avec les formations de base qui existent, de combler ce besoin-là. Donc ils ont décidé de le faire pour eux-mêmes, mais pour ensuite alimenter également tout le tissu économique. Peut-être c'est un appel aussi aux universités, aux centres de formation pour justement accentuer la formation vers le tourisme, parce qu'on en aura vraiment besoin de profils beaucoup plus en 2030 et même dans les prochaines années avec tout ce développement, je dirais, du royaume. Monsieur Tariq Mouddine, justement, on a parlé de stratégie de développement, de durabilité, de gouvernance aussi. Est-ce que vous avez une idée sur les stratégies justement qu'il faudrait adopter pour renforcer l'attractivité touristique, bien sûr, parce qu'on a parlé du tourisme de Rabat, tout en respectant les principes de durabilité et en minimisant aussi l'impact sur les ressources humaines? Alors très bien. En fait, ça m'arrange de parler le troisième sur cette question de mindset, parce que c'est vraiment le point que je voulais aborder. Le changement de mindset et le changement de comportement. Maintenant, si un humain peut changer de mindset, une politique générale, une politique publique aussi.
Et il me semble aussi, aujourd'hui, pour renforcer l'attractivité et l'attrait d'une région ou d'une ville, ben, il faut d'abord la développer. Si cette ville-là ou si ce territoire-là est réellement développé de manière durable, ben, il va s'auto-marketer et il va s'auto-vendre auprès des investisseurs, auprès des touristes, auprès des visiteurs, etc. Parce que ça sera un territoire qui va venir offrir l'ensemble des éléments, des composantes nécessaires, soit pour un investisseur, soit pour... Donc le travail de fond, le travail de terrain, le vrai développement territorial durable est une première réponse à l'attractivité. Mais comment? Je vais répondre par le mot valeur, valeur au pluriel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a essayé plein de choses. On parle de durabilité depuis des années, voire des décennies. On parle d'attractivité des territoires. Les sujets se répètent, etc. Mais peut-être qu'il faut se poser la question, quelle est la recette adéquate aujourd'hui? Moi, je crois qu'il faut envisager des programmes de développement ou des politiques de développement dites de nouvelle génération, entre guillemets. C'est-à-dire, pourquoi ne pas aller chercher des programmes ou des politiques territoriales de développement qui viendraient amorcer une réelle transformation sociétale et sociale, un changement de paradigme, donc un changement de la manière de faire. Pour ça, il serait peut-être nécessaire d'initier de nouvelles configurations de programmes qui soient basées sur des valeurs. Je parle de valeurs, des valeurs équitables, des valeurs justes et des valeurs inclusives. Ça veut dire que tout programme de développement visant la région, la ville de Rabat ou autre, devrait systématiquement dorénavant s'inscrire dans un cadre qui viendrait davantage privilégier la pérennité dans le temps, donc la durabilité, la force des impacts économiques et sociaux. Quand on a de l'impact réel, on prouve quelque chose, donc on a de l'implication et c'est le premier pas vers la durabilité. Un cadre aussi qui soit transparent, Dieu sait que nous en avons besoin de la transparence, et un cadre où la réédition des comptes a une place assez importante. Et qui dit reddition des comptes, des performances, dit efficacité, etc. Donc le changement recherché, d'après ce que je suis en train de vous raconter, le changement recherché devrait être un changement de mindset, de comportement chez nos acteurs publics ou chez l'acteur local, si on veut parler d'une politique territoriale ou d'un développement territorial. Et donc, en termes d'appropriation d'une vision commune, d'appropriation de projets communs. Et c'est bien beau ce que je vous raconte, mais c'est du développement, donc c'est du progrès, donc c'est un changement. Et un changement de comportement, les psychologues vous le diront, face à tout changement, il y a de la résistance au changement. Et on n'arrive pas à laisser de côté la résistance au changement, ce qui nous cause un frein, ça nous freine dans notre développement des territoires. Donc aujourd'hui, il y a des défis et il faut des choses pour lutter contre ces résistances. Par exemple, ne pas investir dans l'élément humain ou dans le capital humain ou dans l'accompagnement humain de manière générale, à tous les niveaux, tourisme ou autre, serait une erreur fatale. C'est-à-dire que pour porter un vrai développement territorial, aujourd'hui, il faut une valorisation de l'ensemble des compétences et capacités collectives et individuelles à des fins d'appropriation de manière progressive. Il faut faire les choses doucement parce que c'est vraiment des blocages, la résistance au changement, donc il faut les faire progressivement. Mais il me semble qu'il est grand temps de démarrer si on veut être prêt en 2020. Le deuxième défi, c'est la communication. Et j'ai écrit dernièrement un article sur ça, la communication territoriale, qui peut être un vrai levier de développement des territoires. Et quand je dis communication, ce n'est pas le marketing. C'est pas Rabat a la plus grande superficie verte du Maroc, on a le plus beau théâtre du monde et on a la plus grosse, je ne sais quoi, la plus grosse centrale énergétique de Ouarzazate, etc. C'est bien. Ça, c'est une image qu'on donne pour le visiteur, pour le touriste, pour l'étranger. Qu'il faudrait avoir en voilà. termes de communication. Mais il faut des outils, des instruments de travail. Des instruments pour travailler au quotidien son territoire et le développer pour qu'il puisse lui-même se défendre de manière durable dans la durée. Et les territoires, avec tout ce qui est régionalisation, avec tout ce qui est vouloir attirer de l'investissement, de l'investisseur et du touriste, font des efforts aujourd'hui, mais qu'on Rabat, des efforts remarquables en matière de marketing territorial, mais cela mérite une dose de communication de plus, une communication de proximité, parce que c'est deux choses qui sont différentes, qui ne partagent ni les mêmes canaux, la pub versus les dialogues locaux, ni les mêmes formats, ni les mêmes cibles, l'acteur local versus le touriste. Vous voyez, donc c'est des choses qui sont complémentaires. On voit beaucoup le marketing, on voit beaucoup moins la communication. Et si le développement bâti sur des bases solides devient réellement durable et réellement de proximité, ben,
comme on dit, on pourra parler d'un tourisme vecteur de développement local, d'un tourisme durable, on pourra parler d'un tourisme qui est basé sur le lien ou le capital social, moins que le capital financier, quelque chose de, je dirais, diffus et basé sur la potentialité de la région. Très bien, on va faire un dernier tour de table pour vous libérer, messieurs, pour la pause et entamer le deuxième panel. Un troisième et dernier tour de table sur Xéré, justement, devant des initiatives concrètes, innovantes. Pour Rabat, est-ce qu'on pourrait mettre en place une sensibilisation, je dirais, parce qu'on parlait de communication, sensibilisation des citoyens et les touristes, bien sûr, pour les pratiques éco-responsables. Il faudrait, une communication de proximité, comme a dit Simouten. Oui, en réalité, la meilleure communication partout, et même au Maroc, c'est de donner l'exemple. Et là, on se pose la question, lorsqu'on a des universités de très haut niveau, est-ce qu'ils travaillent sur leur territoire? Est-ce qu'il y a un quartier, un petit village où toutes les normes de développement durable international, ils sont en train de les expérimenter, de les pratiquer? Parce que c'est comme ça que les villes se développent. Lorsque maintenant, en Europe, on parle 2035, plus de voitures diesel, l'électrique, mais ça fait 20 ans qu'ils ont eu des villages qui ne fonctionnent qu'à l'électrique. Lorsqu'on parle, est-ce que maintenant, au niveau de la ville de Rabat, de la région, ou partout au Maroc, est-ce qu'on a des universités, des scientifiques qui travaillent avec les territoires, avec leur budget, pour créer le modèle du futur? Est-ce qu'on a, comme certaines villes, celles qui organisent la COP28 aussi aux Émirats, ils ont tout un musée pour voir les Émirats 2050. Voilà l'image où on peut être. Et ça aide énormément à communiquer, à sensibiliser. Si on fait telle orientation sur le plan des choix politiques, économiques, sociaux, et sur l'éducation et le civisme, voilà où on arrivera. Et si on fait autre chose, voilà où on peut y aller. Et donc il faut donner les scénarios. Et c'est pourquoi la stratégie 2050, c'est une très bonne chose, parce qu'elle a donné des scénarios avec la partie macroéconomique, la partie financière, la partie... Et ce sont les ministères, les agences qui les ont donnés. Et ça, il faut s'appuyer. Et c'est pourquoi l'AMCDD, elle travaille maintenant, il va travailler avec la région de Tanger-Tétouan, Hussima, pour décliner cette stratégie 2050. Parce qu'elle est nationale, et l'un des grands problèmes qu'on a, c'est ce qui est national n'arrive pas à être décliné par les territoires. Donc c'est comme s'il y a... Et 2030, c'est une très bonne chose parce qu'on aura le mondial. Et le mondial, ça fait partie de l'économie du bien-être. Les gens, ils se trouvent plaisir. Et le bien-être, c'est le 6e principe des villes durables. Ce n'est pas leur donner des logements et des moyens de déplacement, ils sont heureux. Il y a un indicateur de bonheur qui dépend de la sociologie. Parfois, ils ont moins de moyens et la population est là, elle est heureuse. Et parfois, ils ont beaucoup plus de moyens, mais ils sont toujours en stress et en difficulté. Donc il faut absolument comprendre que l'investissement économique et structurel n'est pas égal automatiquement à c'est-à-dire au plaisir qui peut être trouvé par... Et d'ailleurs, j'ai mes collègues et mes professeurs aussi avec moi ici. La meilleure éducation dans les pays scandinaves, pourquoi ils réussissent, ils leur disent il faut que l'enfant trouve du plaisir. Comment vous avez réussi? Il faut qu'il trouve. L'innovation, ça doit faire partie. La deuxième chose, c'est qu'on a créé un index à la MCDD. Pour la première fois, on va donner une conférence de presse en décembre pour donner... on a travaillé sur 10 communes de Kazastat et on va partager ça parce que l'année prochaine, ce sera 50 communes, y compris Rabat. Et l'année d'après, ce sera 70 communes, y compris des villes méditerranéennes. Dans cet index, on a parler de deux choses. C'était l'index de démocratie participative et de territoire inclusif, verte et durable. Qu'est-ce qu'il pose la question? C'est que le seul indicateur pour tous les efforts qui sont faits par tous les ministères, les départements, les collectivités, tout ça, il y a des centaines. Les citoyens ne peuvent pas les connaître. Et ils ne sont pas censés connaître tout. Mais ce qu'ils connaissent, c'est quel est l'impact de tout ça sur lui, sur sa vie, sur ce bien-être, sur son éducation, mais aussi sur le territoire et la durabilité des ressources. Et on a fait un certain nombre d'indicateurs
y compris l'économie circulaire, l'économie bleue. Et d'ailleurs, Rabat, il faut le citer, c'est la seule région qui a un schéma régional du littoral. C'est la seule. On doit avoir 9 schémas. C'est la seule qui a pu l'avoir. Parce qu'on ne peut pas investir dans le tourisme, dans le littoral, alors qu'on n'a pas de plan. C'est comme se construire sans avoir de plan. La seule qui a pu avoir, grâce à un travail avec la Banque mondiale, la société civile, tous les acteurs et les autorités, on a un schéma. Maintenant, il faut le discuter, il faut la valoriser, mais il faut le faire sortir et il faut l'appliquer. C'est la seule manière d'aller encore plus loin. D'autres débats. Merci à vous, M. Rseri. C'est toujours un plaisir, justement, de partager avec vous ce panel. Le dernier mot, le principe, c'est la digitalisation. Il faut l'appliquer dans le transport, dans tout, et ça, c'est essentiel. Merci. Peut-être que je ne vais pas plus poser de questions, mais aussi, je dirais, un dernier mot pour tout un chacun. M. Ismaël Oubalis. Oui, alors je pense qu'on a couvert les sujets de durabilité suffisamment. Maintenant, j'aimerais parler de la partie développement, mais vraiment développement au sens commercial. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de durabilité, il n'y a pas de développement social sans une économie forte. Et aujourd'hui, comme je le disais au départ, la ville de Rabat, au niveau touristique, la chance que nous avons, c'est la présence d'acteurs internationaux. C'est une vraie chance, je le dis, dans le sens où les acteurs publics à eux seuls n'ont pas la possibilité de mener une politique marketing, une stratégie marketing efficace, parce que les moyens sont limités. À un moment, vous voulez développer une ville ou un territoire, la faire connaître auprès des clients, ce coût d'aller chercher le client est extrêmement élevé. Quand vous avez dans une ville 5-10 opérateurs internationaux qui ont derrière eux des groupes, des agences de communication, des marchés, c'est-à-dire le simple fait qu'aujourd'hui un client de Fairmont, de Sofitel, de Four Seasons ou de Ritz-Carlton qui va sur leur site internet et trouve Rabat, c'est une force, c'est une vraie force. Et aujourd'hui, on doit capitaliser au maximum pour que ces acteurs-là fassent leur travail, mais pour également permettre aux acteurs locaux, qui eux ne sont pas épaulés par l'international, de monter en compétences. Et je reprends le point de la digitalisation. Il y a encore beaucoup d'acteurs locaux qui sont en retard à ce niveau-là, notamment au niveau de la qualité simplement des contenus qu'ils proposent, de la qualité de leur vitrine digitale. Et on sait qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a que ça qui compte. Il y a une bonne page Instagram, ça remplace le meilleur site internet pour un riad, un restaurant ou un hôtel, c'est plus important même. Donc il y a un travail de fond à faire pour accompagner les acteurs, pour faire connaître la destination et devenir une vraie destination internationale. C'est ça notre enjeu pour 2030 et la Coupe du Monde peut agir comme un vrai booster pour ça. M. Tariq Moudine, un dernier mot. Alors, pour un dernier mot, j'aimerais parler de revenir sur le point de la gouvernance locale, qui pour moi est un point essentiel, très très important. C'est-à-dire que pour que le citoyen puisse participer à quelque chose, puisse porter son propre développement, il faut encore lui donner l'occasion, les plateformes, les mécanismes pour qu'il puisse se prendre en charge en matière de développement. Et je dirais que la réponse à ça, c'est qu'il faut désormais confier la gestion de l'agenda de la durabilité multidimensionnelle au territoire. Encore une fois, multidimensionnel, économique, social, environnemental et gouvernance. Parce que le développement des territoires ne peut être que ne peut pas se limiter aujourd'hui au développement économique, mais il faut qu'il soit élargi pour couvrir ces aspects confiance interpersonnelle, mais confiance en nos institutions, qualité de vie des populations, des citoyens, et aussi bonne gouvernance. Et pour cela, la population locale ou le citoyen devient la clé de voûte, parce que la clé de voûte de l'acceptabilité des programmes qui vont être initiés. Et un citoyen qui accepte une politique ou un programme de développement au niveau de la région de Rabat, c'est un citoyen qui sera impliqué et qui va s'approprier ce programme de développement. Et dès qu'on suscite l'appropriation auprès du citoyen, c'est le premier pas vers la durabilité, ça veut dire le premier pas vers la pérennité de cette action dans le temps. C'est-à-dire que juste donnons l'espace aux gens de s'associer, et peut-être que les choses pourraient... Et donnons aussi l'exemple, comme a dit M. Rseri. Merci, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir partagé avec nous ce merveilleux panel. Mesdames et messieurs, je vous donne un rendez-vous juste après une petite pause. À 11h30, on se retrouve ici dans cette salle pour un deuxième panel. Merci, mesdames et messieurs.